Merci de votre fidélité. 9h30 à Kinshasa. Rapidement, les grands titres tels que la presse nous donne ce matin. Mais d'abord, le sommaire de votre émission. La 6e session de la conférence de gouverneurs s'ouvre tout à l'heure. Joseph Kabila fait les déplacements de Goma avec plusieurs ministres, notamment les premiers ministres annoncés également, avec l'ensemble de gouverneurs à la une, toutes ces questions sécuritaires, tout comme des problèmes liés au développement de nouvelles provinces. La loi électorale, Obama Menakou prend donc le dessus sur Léon Kengo Adondo, c'est la version de l'Assemblée nationale au terme de l'article 135 de la Constitution qui prime des graves divergences, divergences qui s'apparentent bien évidemment à ce que moi j'appelle d'impasse entre la PAJ de l'Assemblée et du Sénat. C'est donc la version de l'Assemblée nationale qui prime une loi qui donc met fin au règne des partis mallettes et des partis mosaïques, autrement dit les petits partis politiques. Joseph Kabila est donc appelé à promulguer cette loi, le président de la République lui-même qui demande une session extraordinaire pour le 2 janvier prochain. Certainement que si le président de la République n'arrive pas à promulguer cette loi qui est à la base de beaucoup de désaccords, elle sera renvoyée pour une réélecture lors de la session extraordinaire qui est donc annoncée par le président de l'Assemblée nationale. Luzolo Bambi qui frappe, Kokonyangui s'agite et Mova entre indignement dans la danse pour répliquer. Vous avez suivi les propos du secrétaire général du PPRD, les partis présidentiels. Il était l'invité de l'émission Top Presse sur Top Congo de notre confrère Christian Lusakweno. Pendant ces temps, c'est un communiqué du secrétaire général académique de l'UNIKIN qui suspend toutes les activités académiques à l'UNIKIN. Je ne sais pas moi si c'est sur décision du ministre de l'ESU. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 janvier, je ne sais pas exactement, c'est sur l'ensemble du pays. On a dit, on va revenir sur cette décision du ministre qui peuvent être les vraies motivations de cette décision. Kimbuta se bat comme un bon diable dans les bénitiers pour évacuer les immondices. L'opération a donc repris tout le week-end. Merci à vous, chers téléspectateurs, de rester avec nous pendant 45 minutes pour débattre de l'actualité. Mike Mkeba est avec nous sur ce plateau pour les classicos du lundi. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Hein. Merci Serge. Allez, Atundu, d'accord ou pas d'accord, on n'aura plus de coupures d'électricité pendant les fêtes des fins d'année. Donc, fini les délestages. Peut-être on va constater les délestages après la fête de la Saint-Sylvestre. D'accord ou pas d'accord? Non, Serge. Les problèmes, ça fait confusion, ça fait désordre. Que Atundu arrête de rançonner la SNEL. Il est PCA, président du conseil d'administration. Il n'a pas à s'octroyer les postes de porte-parole. Quand il faut communiquer vis-à-vis du public, qu'il laisse la direction générale s'en occuper. Il y a des techniciens pour ça. Il est en même temps porte-parole de la majorité. On ne sait pas faire la différence quand il parle pour la majorité ou quand il parle pour la SNEL. Je comprends qu'il s'est plaint qu'il n'est pas satisfait du poste qui lui a été attribué parce qu'il se contente du cachet avec 2 réunions du conseil d'administration. Mais il n'a qu'à se plaindre chez Kabila et non maintenant s'octroyer de fonctions qui ne relèvent pas du conseil d'administration pour se faire de l'argent. Et ça, c'est financé par la SNEL. Chaque fois qu'il y a coupure quelque part, chaque fois qu'il y a un problème, c'est Atundu qui prend la parole. Ce n'est pas son travail. C'est malsain. Je me demande vraiment si cet homme a l'essence de l'éthique, qu'un PCA commence à communiquer sur le problème de l'entreprise qui sont censés être mandataires non actifs. Hein? Oui, qui sont censés être gérés au quotidien par la direction générale, par les DG. Merci pour votre mise au point. C'est pas normal ça. Merci beaucoup. Mike Mkebaye de CNews, il est patron et fondateur de ses sites en ligne et de son journal En Souffrance. Joachim Diana pour ces classicos de chaque lundi. Bonjour. Bienvenue. J'ai ce qu'on appelle mémoire d'éléphant. Hein. On a terminé la dernière émission sur un dossier de l'OGFREM et moi personnellement, j'ai tenté d'en savoir un peu plus. Et vous également. Donc, tout à fait. Je voulais tout simplement dire qu'en ce qui concerne les PCA, nous avons connu un PCA Yuma de la GECAMINE qui communiquait beaucoup sur la GECAMINE. Je ne sais pas s'il est strictement interdit, mais on sait que ce sont des mandataires non actifs. Non actifs, mais on voyait Yuma communiquer terriblement sur la GECAMINE. Peut-être qu'Atundu a coupé un peu Yuma. Oui, tout à fait. Voilà. Bon. Et je voulais dire pour l'OGFREM, c'est vrai que c'est une situation qui met les gens beaucoup mal à l'aise. Lorsqu'on a des fonctions dans une entreprise,
vous venez pour travailler. Si vous venez vous engager dans des polémiques inutiles, aujourd'hui, il se justifie parce qu'il aurait trouvé 3 mois d'impayement, ce qui n'est pas vrai. Tout le monde sait que c'est en juillet, je crois, le 13 juillet, que l'ordonnance est tombée, mettant fin au comité Kikwa, et qu'à ce moment-là, 85% des salaires des agents étaient déjà dans leur compte pour le mois de juin. Alors, si le mois de juillet n'a pas été payé et qu'il y aurait un autre mois non payé, ils doivent en répondre. Alors, ma question elle est principale parce que ce n'est pas l'objet de notre débat ce matin, mais pour le besoin des téléspectateurs, puisque vous l'avez dit ici, j'aimerais quand même pas que ça soit, que ça passe comme ça. J'ai rencontré certains responsables de cette entreprise et même, j'ai suivi dans les médias, ils ont fait la déclaration pour dire que ce n'était pas la chasse aux sorcières et que les ressortissants du Grand Bandundu n'étaient pas pour chasser ça. C'est pour vous contredire. Oui, il y a une liste où vous allez voir qu'on a choisi, d'abord le fait de choisir quelques ressortissants du Kwilu, parce que le Bandundu a été divisé en 3 parties, vous le savez. Voilà. Quand vous prenez la liste que vous avez ici, tous ceux qui sont punis sont du Kwango. Et Kwango, c'est la province de Kikwa. Aujourd'hui, il ne faut pas se rabattre sur le plan Bandundu pour dire que quand ces gens-là sont chassés, il y a déjà la division provinciale. Donc, ceux qui parlent au nom de Bandundu, je ne sais pas c'est quel Bandundu, ils parlent au nom de... Mais on parle bien des proches de Kikwa qui sont originaires du Kwango, qui ont été sanctionnés. Voilà. Et ils sont là. Ils sont sanctionnés pour des faits. Mais j'ai ici un rapport. C'est le rapport de la commission de discipline qui avait entendu le DG lui-même quand il n'était pas encore DG. Ça, c'est le rapport. Je ne sais pas, vous avez des bons, je lisais ne fût-ce que quelque chose. On n'a pas tout le temps. Pas tout le temps, mais quelques mots, vous qui avez bon, alors je les lis moi-même. Qu'on ne dise pas que moi... 20 secondes, parce qu'on va passer au premier thème de l'émission. Entendu rapidement. Monsieur Saïba Tamboué, directeur DGRSKMM, bien qu'ayant répondu à l'invitation, il s'étant présenté devant la commission en date du 27 août 2014, accompagné de M. Mavi, délégué syndical de son choix. M. Saïba Tamboué a affiché le comportement téméraire et versatoire ci-après. Réquisition sans fondement juridique de 2 membres de la commission, en l'occurrence les 2 administrateurs, Jean-Pierre Passiza Pamba, Bouka et Joseph Lekopole Nakwatanguksaga. Et c'est malgré l'insistance de la commission sur la régularité de la procédure relative. Bon, ça c'est tous les détails. Il était entendu pour lapidation de biens de l'État. Là, il n'était que directeur. Aujourd'hui, il est DG. Alors, lorsque il commence à éliminer tous ceux qui peuvent être ingènes. Et c'est le même comportement qu'il avait affiché devant la commission, qu'il affiche même devant le syndicat, il l'affiche devant le ministre des tutelles, il l'affiche devant le premier ministre. Mais je me demande finalement, il est qui? C'est la question qu'on se pose. Il est qui? On pensait qu'au départ de Kikwa, le Geoffrem allait peut-être vivre de très bons moments. Ah ben voilà. Et on nous avait dit à l'époque que c'était prudent. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'argent, mais qu'il le sorte, qu'il paye. Parce qu'on constate que c'était plus le managering de quelqu'un qui a fait que cet Geoffrem qui a construit des sièges pratiquement partout, ce qui n'était existant. Ici à Kinshasa, le Geoffrem était caché quelque part ici, du côté de la Savoko. Oui, caché, invisible. Aujourd'hui, très visible du côté du boulevard, très visible à Lubumbashi, très visible partout dans toutes les provinces, même à Lufu. Très possible où il y a un immeuble à un étage. Donc, on ne peut pas venir au lieu de travailler pour faire les travaux, pour dire non, j'ai trouvé des mois de ceci, j'ai fait ceci, et vous commencez à sanctionner les gens alors que lui-même était sur le même dossier. Il aurait dû être sanctionné aussi. Identification rapide des auteurs de l'attaque contre la base de casque bleu de la MONUSCO. Tête à tête, Joseph Kabila, Jean-Pierre Lacroix écrit les réseaux. Le lauréat écrit Grande Coalition, RASOP, INC, MLC, rien n'est encore officiel. Prospérité, titre mercurial de prix des produits miniers et agricoles. Jean-Lucien Boussa signe les premières tendances. Congo Nouveau, titre 2 ans après loi électorale, Kabila donne raison à Mobutu. Jeudi cloche, c'est désormais à 18h. Forum, titre à la suite de l'adoption de la loi électorale au Parlement, les partis
alimentaire voué à la disparition. Les textes désormais sur la table du RAIS pour promulgation. À partir de ce lundi 18 décembre, Goma accueille la 6e session de la conférence de gouverneurs. Je vais terminer par Africa News pour donner la parole à Moukibaye. Enfin, Kabila et Luzolo frappent les premiers Koulouna en cravate à Makala, Mova, un pavé indigne du Sirail. Moukibaye, on peut commencer d'abord par Luzolo. Ils sont déjà en prison. Dido Lembois, mais aussi Narcisse et son patron et d'autres au cadre de l'Agence congolaise des grands travaux. Serge, mettons-nous d'accord sur une chose. Tu lui as donné plus de temps d'antenne sur la première question. Donc je vais d'abord récupérer ce temps-là. J'ai toujours dit à ton invité qu'il n'est pas obligé de tout défendre. Il se met en mauvaise posture. S'il y a eu abus avec Yuma, il ne faut pas que ça devienne répétitif. Les entreprises publiques sont régies par des textes. La question de la communication est une commission qui est liée à la gestion de l'entreprise au quotidien. Ce n'est pas au PCA. Puisqu'il parle de Yuma, c'est le plus mauvais exemple. Voilà qui est ici. L'enfant, monsieur, laissez-moi parler. Monsieur, laissez-moi parler. Il n'a fait qu'ajouter. Ok, tant mieux. Voilà. Je t'ai renforcé contre Bon, ok, d'accord, ok, je suis désolé. Donc, je passe, ok. Mais il ne faut pas dire qu'il a copié. Il faut condamner cette attitude. Non, il faut la condamner. C'est moi qui ai dit qu'il a copié. Non, ouais, Serge, alors il faut on n'a pas fait un jugement des valeurs. Ok, ça c'est de 1. Mais maintenant, j'arrive à la question de l'OGFM. Luzolo Bambi. Non, OGFM, rapidement. Kikwa arrive, il est là, il instaure un régime de clientélisme. Il place ses propres frères à tous les postes de responsabilité où il est question de gérer des finances. Ces frères-là font sortir de l'argent hors procédure. Ils contrôlent la caisse. Le nouveau mandataire arrive. Ils auditent, ils constatent qu'il y a 9-10 qui sont pris dans une affaire de détournement de 2 millions de dollars. Il se fait qu'ils sont tous du Kwango. Faut-il ne pas le sanctionner? Puisqu'en fait, c'est qui les a placés là, du Kwango, pour qu'ils servent comme bras séculier pour lui. Quand le nouveau mandataire arrive, ils auditent. Il y a 2 millions qui ont disparu. On constate que des gens ont sorti de l'argent sans des bons de caisse, qu'ils ont contourné les procédures. Alors, c'est à qui la faute? À celui qui frappe, qui sanctionne, ou à celui qui avait instauré le clientélisme dans l'OGFM? C'est cela la question fondamentale. Il ne faut pas parler du Congo. Il n'y a-t-il pas eu de faute reprochée à ceux qui ont été sanctionnés? Coïncidence, ils sont tous du Congo. Par la faute du clientélisme de Kikwa, ça doit être très, très clair. Et d'accord, je crois que pour le document, nous aurons encore un autre lundi ici. Je vais amener des documents pour démontrer comment Kikwa a géré. J'avais prévu de les amener. Je suis venu en plein catastrophe. J'ai connu un retard suite à un contre-temps. Mais on fera ce débat là sur la gestion de Kikwa. Je suis disposé. Luzolo Bambi, qui prend la DGA, ça c'est le premier débat. Pour une fois, je m'incline. J'ai dit, Monsieur le Président de la République, c'est tout ce que nous attendons de toi. C'est tout ce que nous attendons. Nous attendons un Congo juste. Un Congo où les deniers publics servent à l'intérêt général. De l'avoir fait, nous l'encourageons et nous lui demandons d'aller jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'il y ait des pesanteurs qui feront qu'il se rétracte demain. Nous savons comment ça fonctionne. Des pressions vont être exercées sur lui, Kabila, et on dira il n'y a pas d'opportunité politique. Opportunité politique, pourquoi? Parce qu'en fait, la filière remonte jusqu'à Kimbuta. On lui dira, si nous faisons partir Kimbuta, nous allons perdre la vie. Ah non, les PPRD peuvent bien remplacer Kimbuta par un autre. Serge, ce que Kimbuta fait à la tête de la ville est grave. C'est vrai. Dido Ilembwe et les DG n'ont pas à dire que non, nous ne nous reprochons rien. Mais en fait, derrière eux, il y a 2 hommes. Guy Maton, le ministre des Finances, qui est le spécialiste de comptes parallèles, et Kimbuta lui-même. J'ai amené des documents, et tu peux me laisser le temps aller rapidement. Serge, rapport parlementaire 2014 et une partie de 2015, 258 comptes. Sur les 258 comptes, il n'y a que 121 comptes déclarés. Je te dis, rapport parlementaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 137 comptes non déclarés. Tu peux te rendre compte. Et Serge, tu vas plus loin. Il y a un compte Access ouvert, je donne le numéro du compte, 300-30200-18723. Ce compte recevait de l'argent que la banque mettait à disposition de la ville, 200 000, 250 000. Pour une fois, la banque met 3 millions de dollars dans ce compte. Cet argent est viré à l'étranger dans un compte inconnu auprès d'un inconnu. La question est posée au ministre des Finances qui dit que cet argent a servi à payer Safrimex. Le ministre du Budget dit qu'il ne reconnaît pas.
un paiement quelconque de 3 millions à Safrimex. Tu peux t'imaginer comment l'argent de la ville est géré. Et le même rapport dit clairement que les recettes de la ville sont minorées à hauteur de 5 milliards de francs congolais chaque année. Chaque année. Et ensuite des comptes isolés. Des comptes en ce qui concerne le tourisme, le recette du tourisme, les taxes hôtelières, les taxes d'embarquement, tous ces comptes-là sont isolés et l'argent ne va nullement. On parle ici de l'argent fournaire reçu en 2014, 9 602 178 000 $ affectés à la voirie. Seulement 3 206 000 $ ont pris la bonne destination. Les 6 millions se sont volatilisés. Sur les 3 millions, quand on vérifie, on se rend compte qu'il y a... Vous citez tout à l'heure un rapport de l'Assemblée provinciale. Alors, qu'est-ce que cette Assemblée a fait de ces rapports? Mais c'est ce qui est dommage. C'est ce que nous l'avons dit ici, cette Assemblée a bien fait de faire partie. Singhi, s'il était fautif, mais il aurait dû aller jusqu'au bout. Et quand je te parle de cet argent qui est payé, Serge, j'ai des documents ici. Regarde, 238 millions de francs congolais, 38 millions. Payé à la société GECOM, 300 000 $, société GECOM, pour livraison de meubles, 100 000 $, société GECOM. La société GECOM appartient à qui? À l'épouse de l'Himalaya, les plus hauts sommets du monde, les hauts sommets quoi. Donc tu comprends où va l'argent. Ici j'ai un document, protocole d'accord, 500 000 $, recette Balima. Ça c'est Luzolo qui vous a donné. Recette, non, je suis joint, recette Balima. Et Matondo signe un contrat pour qu'on donne cet argent en contournant les voies légales. 500 000 $, tu te rends compte. Et quand tu vas à la DGRK, qui s'occupe des finances? Nancy Kimbuta. Quand tu vas à la RTPK, qui est la deuxième personnalité? Yannick Kimbuta. Quand tu es dans l'évacuation du Mondis dans la ville de Kinshasa, qui perçoit 20 000 $ sans exécuter le moindre travail? Patrick Kimbuta. Ah non, il faut que Kabila aille jusqu'au bout. Qu'il n'y ait pas de bésanteur pour dire il n'y a pas d'opportunité politique. Non, l'opportunité politique est là. C'est que Kabila, c'est là vis-à-vis de l'opinion. Que l'opinion se rende compte qu'il n'est pas là pour couvrir des mafieux. Et on comprend aujourd'hui pourquoi la ville est mal gérée. Pourquoi il y a des immondices? Dernière question, parce que Diana c'est patiente. Maintenant que Luzolo met la main sur ce Koulouna en cravate présumé, c'est Kokonyangi qui entre pour dire que Luzolo n'avait pas le droit d'arrêter ou de faire arrêter. Et plus grave encore, c'est le patron du PPRD, Mo Vasakani, à l'émission Top Press le week-end, qui dit que Luzolo n'avait pas le droit d'arrêter ou de faire arrêter les gens. D'abord, je constate que c'est cela le propre de ce régime. En fait, c'est un régime mafieux. Les mafieux se couvrent entre eux. Luzolo fait son travail. S'il y a un débat sur les attributions de Luzolo, il faut faire ce débat. Ils auraient dû, eux, engager ce débat quand Kabila a nommé Luzolo. C'est Kabila. C'est vrai que certains juristes trouvent qu'il y a eu d'empiètement, il y a eu de chevauchement. C'est un débat à faire. Mais il fallait le faire au départ, quand l'ordonnance avait été promulguée. Ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, Luzolo met en cause des dignitaires PPRD, comme ils sont tous mafieux. Tu peux t'imaginer que, excuse-moi de le dire ici, tu peux t'imaginer que le PPRD vit de quoi? Des prébendes prélevés dans les entreprises publiques qui ne le sait pas. Et qui en est le patron? Mova, normal qu'il défende Kokonyangi. Kokonyangi est déjà impliqué dans une affaire FPI, avec un rapport parlementaire. Aujourd'hui, il élève les voix. Et j'ai toujours trouvé que ce type est culotté, chaque fois de narguer l'opinion, de narguer l'opposition. Sur sa gestion, opacité. Il est incapable de rendre compte. C'est une affaire floue d'un immeuble de l'État vendu à plus de 2 millions de $. Au jour d'aujourd'hui, l'enquête a démontré qu'il y a eu que près de 800 000 $ versés dans le compte du Trésor. Il faut bien que le secrétaire général réponde. Joachim Diana, bon, il n'est pas, Kokonyangi n'est pas du PPRD. Hein. Kokonyangi est de là. Il est de la majorité, tu sais, ils sont tous dans le même panier. Hein. Merci beaucoup. Joachim Diana, tout le document, on ne va pas y revenir, mais l'action de Luzolo. Comment vous expliquez déjà, je ne sais pas moi, les silences du président Kabila, pas peut-être son silence, ou soit les silences du procureur général de la République, lui, en principe, qui devrait faire une réquisition d'informations pendant que Dido Limboa et tous les autres étaient au parquet de Matete pour que ces gens-là viennent se justifier devant les parquets généraux de la République. Ils ont laissé faire jusqu'à ce qu'on amène ces gens à Makala. Maintenant, on va passer à l'étape de la chambre des conseils. On fait la fixation de l'affaire. Est-ce que cette fois-ci, il faudra dire que Kabila et Luzolo veulent aller jusqu'au bout? Oui, je réponds à votre question. Je serai très bref. Mais je dis ceci. Il y aurait 2 millions, parce que la cause du renvoi des gens, ce serait 2 millions. 2 millions dans une entreprise. Vous imaginez ce que ça représente dans une entreprise d'État? 2 millions, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas 2 000 $. C'est ou 2 000 francs congolais.
Et alors, les gens qui ont fait disparaître 2 millions, vous dites non, votre sanction c'est vous licencier. C'est tout. Et les 2 millions, on va les récupérer. Pas de poursuite au pénal. Non, bon, on va le récupérer comment? La vérité, c'est que il était demandé de la part de l'autorité de tutelle qu'il soit mis en place une commission d'enquête pour qu'on aille jusqu'à la fin de cette histoire. Mais ce que l'actuelle direction vient de faire, c'est une fuite en avant. Je viens de vous lire le rapport. Lui-même, il est impliqué dans ce dossier-là. Le rapport, je dis, c'est depuis 2014, une commission de discipline qu'il avait entendu. Et il a déjà remboursé. Ce qu'on lui reprochait là-bas. Non, aujourd'hui, je dis, c'est tout simplement un faux fuyant. On n'a même pas à chercher comment qui quoi à gérer l'OGFREM. On n'a même pas cherché. Parce que c'est une vision, une gestion qui a été visible de l'OGFREM, qui était invisible, est devenue visible grâce à cette gestion-là. Avant, il y avait d'autres DG. L'OGFREM existe depuis la Deuxième République. Luzolo-Bambi. Bon, Luzolo-Bambi, le chef de l'État nomme quelqu'un, Luzolo-Bambi. Moi, j'étais de ceux qui le critiquaient de ne faire que de communiquer. J'ai dit non, s'il n'y a que de communiquer, ah, il y a un tel, ça ne sert absolument à rien. Et voilà qu'on a renforcé son rôle. Il a des OPJ. Il y a des gens, non, on a nommé Luzolo-Bambi sans moyens, il a maintenant les moyens. Il a des OPJ qui peuvent entendre quelqu'un et le mettre devant le problème. Parce que ce qu'on attend de lui, ce n'était pas de communiquer comme il le faisait avant. Et je suis étonné que ce soit certaines personnes qui devraient appuyer cette action, comme le secrétaire général adjoint, qui d'ailleurs à ce moment-là n'agit pas comme secrétaire général adjoint, il agit comme ministre des tutelles, un ministre des tutelles qui, par sa façon, il est impliqué dans cette histoire. Parce qu'on dit que lui, il a dit dans les médias, nous l'avons suivi, que c'était 2 millions qu'il aurait versé dans la caisse de l'État, comme si lui, le bien de l'État, il peut le vendre de sa guise. Il dit, l'État, j'ai vendu votre bien, voici ce que je verse dans votre compte. Ce n'est pas acceptable. Et on estime que non, l'immeuble aurait coûté plus que ça. Lui dit que c'était un immeuble vétuste. C'était à l'État propriétaire par des voies autorisées qui n'avaient qu'à le vendre. Cette agitation-là est puérile, elle n'a pas de sens. Et je regrette aussi que le CG puisse aller. Je ne sais pas à quel titre. À quel titre? Peut-être comme intellectuel, oui, d'accord, mais comme secrétaire général du PPRD, il n'a pas le droit. Ce n'est pas son rôle. Nous ne sommes pas dans un parti-État. Il a intervenu comme un individu, comme un intellectuel, comme n'importe quel Congolais, comme nous ici, nous donnons notre avis sur ce dossier-là. Ça n'a rien à voir avec le PPRD, ça n'a rien à voir aussi avec... De même, ce qui apparaît comme une magouille de Kokonyang n'engage que lui. N'engage que lui. Ça ne va pas engager. Mais c'est comme l'impression que Luzolo... C'est pourquoi Luzolo doit aller jusqu'au bout à remonter, parce que tel que Kokonyang... Quand vous dites jusqu'au bout, c'est-à-dire... Mais jusqu'à aller jusqu'au près de Kokonyang, parce qu'on montre très bien qu'il revendique les actions là. Voilà. On peut aller jusqu'à lui. Jusqu'à lui, c'est lui qui a dit l'immeuble était vétuste. Ce qui veut dire tout ce qui est arrivé, c'était sa propre décision, et puis on a vendu. Et on a circulé, non, voilà, c'est le conservateur de la Gombe qui aurait dit, il serait en cavane, on aurait tout mis ça. Personne n'est pas, il est en liberté. Il a été entendu par le conseiller spécial, par le service du conseiller spécial du chef d'État en matière de corruption. Il a donné des éléments qui vont encore enfoncer beaucoup de gens, qui vont enfoncer même jusqu'au ministre. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez encore un peu de minutes à récupérer. Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Quand Luzolo faisait ce que vous et nous avions appelé sur ce plateau des dénonciations, il déposait au bureau du procureur général de la République. Ces dénonciations ont été toujours classées. Une fois, Luzolo a tenté avec les patrons, comment il s'appelle, de Mino Congo. Après, il a été libéré. Mais cette fois-ci, on prend des gens, on les défère devant les parquets. C'est les parquets qui les amènent maintenant à Makala. Qu'est-ce qui a changé dans la... Ce qui a changé, c'est qu'on a renforcé le pouvoir du conseiller spécial. À l'époque, il n'avait que constater. Il n'avait qu'à constater. Mais pour Oro, en constatant, il a le droit de mettre quelqu'un en justice.
Et c'est pourquoi il a maintenant des OPJ. Parce qu'il n'y a que l'OPJ qui peut constater une infraction et amener quelqu'un devant le président. Est-ce que ce n'est pas un avertissement qu'aujourd'hui le président Kabila, ou si cette action arrivait un jour à aboutir vis-à-vis de Kimbuta? Parce que quand vous voyez les pauvres là, Narcisse et les papas, un retraité de la DGDA, il est fatigué, il était d'ailleurs à la retraite, Kimbuta est allé les chercher avec les controversés Dido, l'homme à tout faire de la DGRK. Pendant que quand vous interviewez tous ces gens-là, les narcisses, ils vous disent, c'est les ministres, même s'ils n'avaient pas qualité, Guy Matondo, qui a créé plusieurs comptes parallèles. Est-ce que c'est pas un avertissement qu'on donne à Kimbuta? Oui, vous savez qu'on dit en droit que le dossier Kimbuta là, je ne suis pas documenté, je n'ai pas nécessairement comme mon confrère en face de moi, mais j'aimerais tout simplement dire en principe général que en principe, en droit, l'infraction est individuelle. Très bien. Donc, si c'est à vous maintenant, quand on vous attrape, comme les gens de la DGRK, ils seront entendus, c'est à eux à dire, nous avons fait ça, nous dénonçons, il y a eu tel et nécessairement la justice va remonter tous ceux qui seront dénoncés s'il faut arriver jusqu'au gouverneur de la ville. Je ne pense pas que le ciel tomberait sur Kinshasa parce que le gouverneur a été impliqué. Non, mais c'est question maintenant. Parce qu'il y a personne ne peut me dire que quelqu'un à la DGRK, il a le gouverneur derrière lui, tous les comptes qu'il fait, c'est le compte du gouverneur. Il y a beaucoup de gens. Il en répondra seul. Hein? Tout à fait, il en répondra seul. Et nous connaissons les gens, comment les gens parfois jouent le trafic d'influence au nom de telle autorité, telle autorité. Et c'est à lui à dénoncer le gouverneur s'il le faut. Allez, le deuxième thème, vous allez le commencer, Mamaï qui va conclure, puisque vous avez conclu avec le tout premier thème de l'émission. On a suspendu toutes les activités dans nos universités et institutions académiques. Je crois que c'est public, hein, même privé, sur l'ensemble du pays, à dater du week-end jusqu'au 8 janvier. On n'a pas vraiment les vraies motivations d'une telle décision. Je ne sais pas, est-ce que c'est pas par rapport à tout ce qu'on a connu comme trouble à l'ISTA, à l'INBTP, où le DG est suspendu, à l'ISES, à l'IFASIC également, tout comme à l'INIKIN et à l'ISTEM. Oui, ce sont des agitations provoquées par des DG potentats qui croient qu'ils peuvent vivre sur le dos des parents, augmenter les frais comme ils veulent, changer les taux comme ils veulent. J'ai suivi le ministre de l'ESU qui est allé, je crois, calmer la tempête à l'IBTP. Et puis après, il a décidé que les vacances de Noël soient anticipées. Donc les gens vont aller anticipativement en vacances de Noël, le temps qu'on calme toutes ces situations, tous ces esprits-là. Parce que c'était devenu comme... On allait vivre un peu comme ce que nous vivions dans les prisons, ici, à gauche, à droite. C'est par effet de contagion, effet boule de neige, et ça atteignait pratiquement tout le monde. Et il faut... Une chose est d'anticiper les vacances, une autre effectivement d'agir. Je vous l'assure, des choses qui se passent dans ces établissements, que ce soit privé ou... C'est terrible. Comment vous pensez que dans un établissement, vous dites les frais, c'est par exemple $500 par an, et ces $500 doivent être payés dès le départ. Mais quand même, vous savez bien comment les parents se coupent en morceaux pour payer ces frais. Vous demandez ces frais à être payés dès le début de l'année ou tout juste au premier trimestre. Pour quelle raison? Nous savons toujours que les frais ont toujours été payés par trimestre, et ainsi de suite. Mais maintenant, non seulement on a augmenté les frais, mais on voudrait qu'ils soient payés du coup, et ce qui a comme conséquence la déperdition scolaire. Beaucoup de jeunes gens ne peuvent... Est-ce qu'il n'y a pas une décision politiquement bien motivée pour éviter que les étudiants profitent de leur hébergement au home et au site universitaire pour appuyer la manif du demain, 19 déjà, et d'autres manifs projetés par les RASOP? Bon, je sais que une fois ensemble, nous avons été étudiants, nous tous, dans le home, nous savons, quand vous êtes ensemble, il y a un certain esprit grégaire. La masse. La masse, dans l'esprit grégaire là, on peut se faire engager dans une histoire. Mais lorsqu'on est seul, parce que le vrai engagement c'est, je suis à Kimbaseke,
il y a marche, je quitte, je viens. Voilà. Mais ici, de suivre le mouvement à tel point que même il y a des étudiants qui se disent, ah, moi si je ne marche pas, demain, tous les amis me traiteront de traître, de traître. Autant que chacun parte de ses engagements à partir de chez lui. Voilà. Il s'agit d'une activité politique. Ça, on ne doit pas le perdre de vue. Parce qu'il y a une tendance à dire que c'est le peuple qui va marcher. C'est le peuple. Non. Vous aussi, vous faites partie de ce peuple. Nous sommes partie du peuple. Alors, c'est une activité politique qui n'engage que le militant de cette famille politique-là. Alors, les autres, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Qu'on laisse les autres marcher. Bien, merci. Diana, vous venez de terminer là votre temps d'antenne. On va prendre Moukibaï pour cette décision gouvernementale aujourd'hui appliquée par les secrétaires généraux aux différents établissements. Il y a quand même des manques à gagner, c'est qu'on n'aura plus de délibération de deuxième session pour certains établissements. De deux, c'est qu'il n'y aura plus de défense, de soutenance de deuxième session comme à l'Unikine. Et de trois, je ne sais pas, vous êtes passé chez moi hier, vous avez vu comment ma maison est inondée. Tous mes frères de Guéména et de Libengue qui n'ont pas de famille ici. Moi, je ne suis même pas député. Ils sont venus chez moi parce qu'ils doivent quitter le home jusqu'au 8 janvier. Maintenant, ceux qui n'ont pas de famille, ils sont venus inonder ma maison hier. Serge, deux, trois précisions à faire. D'abord, sur le GFM, je constate que ton invité, c'est Provo de turpitude de Kikwa. Les DG actuels avaient été appelés à comparaître. S'il s'agissait d'une faute, Kikwa aurait dû aller jusqu'au bout. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, vous ne vous en prévalez pas. L'affaire est restée pendant. Donc il s'est prévu en fait, il n'a pas fait son boulot à lui qui quoi. Ça c'est de un. Puisqu'il demande des poursuites, mais il ne s'est pas au courant, il y en aura. C'est 2 millions répartis entre plusieurs individus, il y aura des poursuites. Si c'est ce que tu veux, tu seras servi. Tu n'as qu'à te tranquilliser. Et puis rapidement, une leçon à tirer de l'affaire Kimbuta. Il faut retenir que dans cette affaire, la plus grande leçon, c'est qu'il y a un discrédit jeté sur le procureur général de la République. Disgrâce. Donc en fait, on entendait parler que chaque fois que Luzolo mettait la main sur des mafieux, il les envoyait là-bas, ils étaient relâchés en contrepartie de dessous de table. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a agi par le parquet général des Matete. Donc en fait, on a dit on passe par le PGR, ça ne va pas aboutir. Disgrâce complète. Je ne sais pas si Kabila ira jusqu'au bout pour en tirer les conséquences. De Kimbuta toujours, ça c'est la marque de fabrique de Kimbuta. Tu as évoqué ça, tu dis que Narcisse qui est le DG était retraité de la DGDA et il dit de Ilengo lui-même révoqué pour des faits de détournement. Mais c'est ça Kimbuta, quand il crée la DGRK, qui il place à la tête? Magua Kabemba, un révoqué pour une affaire de crédit d'impôt à la DGI. Il les place là. Il marche sur les lois de la République, révoqué de l'administration. Kimbuta le réhabite et les place là. Ça, c'est vraiment Kimbuta. Et au passage, quand j'ai parlé de la RTPK, il y a quelque chose que l'opinion doit retenir, c'est que Kimbuta nous laisse sous de dette que non, les générations futures vont payer. Il crée chaque fois des entreprises, ici, de la ville. Ces entreprises tombent en faillite, il les ferme, les passifs n'est pas réglé, il passe à une nouvelle entreprise. Rimokin en faillite. Retranskin en faillite, les passifs n'est pas réglé, il crée New Transkin, qui d'ailleurs n'est pas une propriété de la ville. Ça se cache derrière la ville pour bénéficier de certains avantages, mais ce n'est pas une propriété de la ville. La ville n'est même pas associée là-dedans. Nous avons enquêté là-dessus, tous les documents existent. Au jour d'aujourd'hui, la RTPK, qui ploie sous les arriérés des salaires de ses agents, le RTPK, le régime d'assainissement, est fermé au profit de Raki. On va créer maintenant Raki. Voilà comment Kimbuta opère, un gestionnaire. Une entreprise en faillite, il la ferme. Les passifs n'est pas réglé, il ouvre une nouvelle entreprise. Et nos enfants, et nous allons payer pendant des décennies cette dette-là. C'est quand même très grave. Maintenant, cette question des étudiants. Ceux qui n'ont pas de famille ici à Kin, ils vont quitter le home. Avant, je vais aller dans le sens de ton invité. Quand il parle de ses frais exorbitants imposés aux parents et à payer de la rentrée, c'est très grave. J'ai toujours dit, c'est une réalité qu'il y a chez nos professeurs d'université. Ils ont 2 employeurs qui en tirent les conséquences. Demain, ils vont aller en grève contre l'État. C'est pas sérieux. Si les étudiants payent, qu'ils aillent jusqu'au bout. Ce n'est pas sérieux. De la part des profs du livre, qui doivent être la lumière de la société, de la communauté. C'est très grave ça. Mais la décision en elle-même, elle est politique.
elle est politique. Et tu relèves un aspect social. Mais c'est ça le propre de ces régimes. Ces régimes ne se posent pas de questions sur les conséquences des décisions, des actes qu'ils posent. Tous ces milliers d'étudiants venus de l'arrière-pays ici, ils vont loger où? Qui a posé la question? Ils s'en foutent. En fait, on les met sur le même compte que les Koulouna qui sont dans la rue, les sans-abri, les chéguets. Qu'importe. La notion de sécurité sociale, la notion de protéger... Ça, c'est Steve Mbikaï. La notion de... Ce n'est pas lui, c'est un simple exécutant. Il ne faut pas lui mettre ça sur la tête. C'est venu d'en haut. Tu vois, Steve Mbikaï prendre une décision aussi lourde de conséquences, seul, qui lui en a donné le pouvoir. Mais il va l'assumer en tant que ministre. D'accord, ok, l'histoire lui répondra devant l'histoire. Mais c'est pas lui, tu sais comment le régime fonctionne. Mais il fallait quand même... Il fallait conjurer quand même cette sorte de trouble qui arrivait avec des effets contingents comme le confrère l'a dit. Serge, pour conjurer ces démons, il faut respecter la Constitution. Et quand vous ne l'avez pas respectée, soyez modeste, passons à un compromis politique. Nous allons à un compromis politique, vous décidez de l'appliquer unilatéralement. Ce n'est pas en fermant l'université qu'on va conjurer ces démons. Quand il y a eu des manifestations qui ont fait recul des Kabila ici en 2015, c'est pas sur le campus universitaire que les manifestants s'étaient appuyés. Il y a un ras-le-bol, il y a un malaise, un pouvoir qui est arrivé fin mandat, un pouvoir qui est honni, un pouvoir qui a ruiné le Congo, un pouvoir qui s'est enrichi à vue d'œil devant nous. Il y a un ras-le-bol général. Les gens sont sous-payés, impayés, pas payés du tout. Il y a un ras-le-bol général. La deuxième session ne va plus se tenir, les défenses, les soutenances, tout. Ça ne va pas peser sur l'année académique. Ah, ben ça, mais c'est vraiment clair. Merci beaucoup. Mais qui se préoccupe de ces calendriers? Ça fait des années que ce calendrier n'est jamais respecté. Qui s'en préoccupe? Qui se préoccupe de la qualité de l'enseignement dans ces pays? Merci beaucoup, Mkebaï. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, vous regardez CCTV. C'est votre magazine kiosque de ce lundi, les duels, les classicos, si vous voulez, entre Mkebaï et Diana, des grands analystes qui commentent pour nous et pour vous l'actualité ce matin. On a parlé de ce mouvement des universités suspendues et Luzolo Bambi qui frappe et qui aujourd'hui on tire sur lui à boulet rouge par les bons de la majorité présidentielle, et vous avez suivi les analyses de Diana et de Mkebaï sur ce plateau. Alors Mike, on peut prendre la loi électorale, hein. Obem Minakou, après l'échec de 2015, il prend sa revanche sur Kengo en 2017, 3 ans plus tard. Le seuil reste de 1% sur l'ensemble du territoire national. C'est la voix de l'Assemblée qui prime au regard de l'article 135 de la Constitution. Autre chose, c'est que la caution reste pour $1000, autrement dit 1 600 000 par candidature dans une circonscription électorale, contrairement à tout ce que le Sénat avait préconisé. Et sur cette question, pour terminer, de la machine à voter, je crois bien, on avait repris l'article 235 ter de l'ancienne loi. Donc la machine à voter est écartée. Ouais, mais d'Obem Minakou d'abord lui-même, il y a un problème. Au jour d'aujourd'hui, les assistants parlementaires ne sont pas payés. La question a été soulevée et il s'est trouvé embarrassé complètement. Parce qu'en fait, en réalité, cet argent a été déjà débloqué au niveau du gouvernement. Comment expliquer que chez lui, les assistants parlementaires ne sont pas payés, mais au Sénat, ils sont payés? Embarrassé, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. 4 mois d'impayement. Des craintes que je livre certaines choses. Il va payer peut-être aujourd'hui. Oui. 4 mois, assistant parlementaire. Qu'est-ce qui se passe qu'au Sénat, il soit payé? Il a promis de les châtier. Et puis, il prend la parole dans cette plénière à huis clos. Il menace de châtier les assistants parlementaires puisqu'ils ont porté l'affaire sur la place publique. Qui a-t-il de mal que les gens se plaignent? Qui disent en réalité ce qu'ils vivent. En fait, il sait ce qu'il fait de cet argent. Comment il utilise l'argent qu'il reçoit le frais de fonctionnement, je te l'ai dit ici, il est devenu usurier, il prête avec intérêt via son parsec Alex. Et quand un député n'a pas payé, il est désactivé à la banque, il doit venir toucher son argent physiquement je vais vérifier toutes à l'Assemblée nationale pour que ce qui est dit soit défalqué directement. À vérifier, moi je vais vérifier ces informations. Et puis au passage, chez Tchibala non plus, les gens n'ont pas été payés. Il semble que les fonds ont servi à organiser le congrès. La loi électorale. Non, le congrès. Ils n'ont pas été payés. C'est le Sékémena qui est le président de l'UDPS. Mais la loi électorale, objectivement, je t'ai dit, ces feuilles, je les soutiens. Ça fait trop désordre dans notre espace public. Trop désordre. Chacun se réveille un matin, crée un parti politique.
Finalement, on ne sait même pas mener le débat à l'Assemblée nationale. Ça va dans tous les sens. Il nous faut qu'on ait des grandes tendances de partis. Mouzitou l'avait dit. De partis. Oui, j'appuie cette idée. Kabila soutient Mouzitou 2 ans après. Oui, ok, Mouzitou l'avait déjà défendu très bien, parce que vous ne pouvez pas avoir une démocratie assainie avec 700 partis politiques, avec de minuscules représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Chacun a sa voix et finalement, nous ne savons pas autour de quoi nous débattons. C'était quand même fondamental qu'on y arrive, quoique il y a quelque chose de suspect, c'est le temps, c'est le moment où ça a été décidé. Que ça aurait été décidé in tempore non suspect, j'aurais dit ok. Mais de toutes les façons, moi j'encourage. Ça va donner une clarté au débat public chez nous. On va avoir affaire à des grands partis et ça va être équilibré. Nous allons bien voir comment les gens vont présenter des idées. Ça va discipliner les députés vis-à-vis de leur parti politique, autant que les partis vont devenir sérieux vis-à-vis de leurs députés en disant que ça c'est notre ligne et c'est la ligne que vous défendez. Alors analysez maintenant, comme vous l'avez dit, j'ai aimé, c'est d'une manière froide, sans passion et sans parti pris. Comment est-ce que les partis devraient maintenant se comporter après la promulgation de la loi? On l'a pas promulgué. Les partis comme les partis de Franck Diongo, les partis comme les partis de Monidela, les partis comme les partis de, je sais pas moi, Henri Thomas Lokondo, les partis comme les partis de, je sais pas moi, Zachary Bababaswe. Il faudrait que ces partis viennent dans une sorte de plateforme AR. AR reste la méga plateforme pour aller aux élections. Là où Tsessanga est fort chez lui à Luisa, il reste candidat de l'AR. Là où par exemple Lissanga, comment il s'appelle, Vouemba est fort à Kassangoul, il est candidat AR. Comment vous avant de répondre à la question, il y a une chose que j'allais dire. En ce qui concerne la question, ça je ne partage pas, ça j'appuie pas. Nous entrons là dans un vote censitaire. 1000 $, c'est trop. Et je crois que ceux qui sont au pouvoir savent qu'en réalité, quand ils fixent à 1000 $, c'est qu'il y a eux que eux qui pourront payer, puisqu'ils se sont servis dans les caisses de l'État pendant des années. Ça devient censitaire. Je crois que cette question doit être revue. La machine à voter, je me suis toujours opposé à cette machine. Ça, c'était un hold-up envisagé par Nanga, qui n'a jamais su défendre en nous présentant les coûts. Chaque fois, il disait que ça va nous faire une économie de moyens, mais il nous avait jamais donné le coût. Ça, j'encourage. Mais en ce qui concerne les partis politiques, rien à faire, les partis politiques n'ont pas d'autre choix que de fédérer. Si ce seuil est maintenu, ils n'ont pas d'autre choix. Par exemple, l'AR est obligé de se transformer ou en parti Alternance pour la République de Moïse Katumbi, ou en parti politique, ou en plateforme électorale, en regroupement pour les élections. Rien à faire, sinon ils ne survivront pas. Mais j'ai dit, les G7 contrairement, les G7 aussi, contrairement, mais des partis comme les MSA peuvent survivre. Contrairement à ce que beaucoup croient, moi, j'ai vu le calcul de Tsessanga, j'ai jeté un coup d'œil. Moi, je ne pense pas, s'il n'y a pas de tricherie, que le seuil profitera au seul PPRD. Je ne crois pas. Merci. Parce que quand j'essaye, moi, d'identifier les plus grands partis susceptibles d'obtenir, capables d'obtenir le seuil, du côté de l'opposition, je trouve qu'il y en a plus que de l'autre côté. J'ai l'UDPS ici, j'ai le MLC, j'ai l'UNC, j'ai le PALU qui, en tout cas, en rupture aujourd'hui, selon, en tout cas, non déclaré. En tout cas, selon l'une des grandes figures Mouzitou, dont le PALU avec la majorité, je vois la R bien devenir une plateforme. De l'autre côté, quand j'essaie de voir, je compte le PPRD qui peut atteindre le seuil, et puis je compte l'AFDC qui peut atteindre le seuil. En fait, s'il y a cohésion du côté de l'opposition et qu'entre les opposants, ils travaillent pour contrer et anticiper sur la fraude électorale que nous prépare ces régimes, demain nous aurons bien une nouvelle majorité qui viendrait de ces forces qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Merci beaucoup. Joachim Biana, dans cette histoire de la loi électorale, il y a des leçons à retenir. C'est qu'aujourd'hui, les Kengo, avec son parti, l'IFC, doivent aligner les candidats dans toutes les circonscriptions pour prétendre ne fût-ce qu'avoir le seuil. Parce que la première des conditions ou des conditionnalités, c'est d'abord on voit est-ce que vous avez atteint les seuils avant que l'on passe à la proportionnelle. Hein? Ouais. Donc, si vous avez atteint les seuils, vous êtes retenu. Si vous n'avez pas atteint les seuils, on vous déclare non partant. Et après, on passe à la deuxième étape. Vous avez atteint les seuils. Alors, dans quelle circonscription vous avez gagné, on commence à faire. Donc, aujourd'hui, les partis, que ce soit de la majorité et de l'opposition, qui ne vont peut-être pas aligner les candidats, ils vont peut-être pas atteindre les seuils, ils n'ont qu'à maintenant à mettre des stratégies pour pouvoir faire face à cette loi. Je me pose la question aujourd'hui. Dans le processus de l'élaboration de l'adoption de cette loi, jusqu'où on est arrivé à retirer la machine, à accepter le seuil, où est la part de Joseph Kabila, du chef de l'État? Où est sa part là-dedans?
me dise à quel niveau il est intervenu. Personne ne le dira. Mais lorsqu'on cite la loi de 2015, Kabila a reculé. Mais il avait reculé à quel niveau? Dès le moment où le fait c'était qu'on a voté la loi en deux termes différents, on est allé dans une commission paritaire, la commission paritaire s'est mise d'accord. Mais alors, non, vous ne pensez pas que lorsque vous voulez grossir vos propos, vous devez y impliquer Kabila par tous les moyens. Vous devez le grossir, le mettre là-dedans, que quelqu'un a volé une aiguille là-bas, c'est Kabila, c'est Kabila. Non, mais c'est malhonnête, ça devient malhonnête. Même sur le plan professionnel, je me demande, ce fait-là, c'est sur quoi on se base. Le politicien, je peux comprendre. Mais pour un journaliste, non, il est maître du fait. Donc aujourd'hui, qu'on me dise que de cette loi-là où est la part de Kabila? Pour montrer les excès de langage qu'on atteint. Alors, je dirais, si je ne pouvais pas ne pas terminer sans rectifier autre chose en ce qui concerne ce que nous avons dit ici au sujet de l'OGFRAM. Vous reprenez seulement dans chaque intervention. J'ai entendu, c'est dans mon temps d'antenne. Ok. Alors, s'il y aura, semble-t-il, mais comment vous pouvez comprendre qu'en DG, j'ai ici une tonne de lettres. En DG, c'est une entreprise de l'État. Un DG qui fait fi à toutes les autorités. J'ai ici une dizaine de lettres. C'est lui seul qui a raison, mais parce qu'il veut régler des comptes à certains gens. Et aujourd'hui, on le soutient. Demain, ça serait quelqu'un d'autre, ce comportement-là, ce serait qui quoi? On le condamnerait. On doit condamner le mal dégagé des personnes, des figures. Ce n'est pas normal qu'un responsable d'une entreprise qui n'est que mandataire. Il est mandataire, il y a un mandat. Quand le représentant du mandat vous dit ce dossier-là, il est flou, sur soir, on va mettre une commission. Non, vous dites non, moi je sanctionne, je licencie. Et lui-même, j'ai lu le rapport ici, il était suspendu de ses fonctions. Pour protéger le patrimoine de l'entreprise, lui, il a été suspendu de ses fonctions. Il sait comment il est revenu. Pour aujourd'hui être porté à la tête. Sous je ne sais pas, je pose la question. Alors, en ce qui concerne la loi électorale, je reviens pour dire que... Comment les petits partis, entre guillemets, peuvent maintenant se comporter? Les petits partis n'ont qu'à se regrouper. Voilà. Il n'y a pas de mal. S'ils peuvent rester même 10... Voilà. S'ils peuvent rester même 10 partis au pays, avec possibilité qu'il n'y aura que 2 ou 3 qui auront la possibilité d'être représentés au Parlement, et avec capable de faire des actions qui reflètent leur idéologie. Alors là, aujourd'hui, nous avons 100 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. C'est trop. C'est inacceptable. Pour une fois, vous êtes d'accord. Hein? Pour une fois, vous êtes d'accord. Oui, je le reconnais. Inacceptable. Voilà. Inacceptable. Alors, à ce qui concerne la machine à voter, j'ai dit que on a perdu le rendez-vous avec l'histoire. Merci beaucoup, Joachim Diana. Ça aurait été la meilleure façon d'avoir les gens réellement. Aujourd'hui, on favorise encore, on ira encore à l'Africaine pour payer. Et puis, demain, il reviendra, les autres sont nommés, et les uns sont nommés, les autres sont votés. Madame, alors, c'était la possibilité de mettre fin à ce querelle-là, au bourrage des urnes et tout ça. D'ailleurs, je savais que personne n'accepterait la machine. Merci. Puisque les députés eux-mêmes préparent la sauce à laquelle ils seront mangés. Comment voulez-vous? Madame, Messieurs, le classico est terminé. 20 secondes à chacun. Joachim Diana, à vous. Convocation de la session extraordinaire 2 janvier, après les festivités. L'opportunité, c'est sur demande du président de la République, le chef de l'État. Alors, je ne sais pas moi, est-ce que le président Kabila ne risque pas de nous surprendre en renvoyant la loi électorale, puisqu'elle a créé beaucoup de remous? Il renvoie ça à la seconde lecture, à la réélecture à l'Assemblée. C'est une possibilité avec cette session pour qu'on reparte, qu'on relise, mais nous constatons que le processus électoral va prendre du retard. Merci beaucoup. Ceux qui ont provoqué ce retard, demain ils vont se laver les mains. Ah, c'est Kabila qui veut s'éterniser au pouvoir, c'est lui qui...
si on ne tient pas l'échéance du 23 décembre. Merci Il beaucoup. faudra qu'on tienne compte de cela. Je crains fort qu'au-delà du code minier, que Kabila nous retourne la loi. Il dit, bon, cette loi a été traitée à va-vite, 2 semaines pour 2 chambres, et qu'elle passe à la réélecture. Rapidement, j'ai dit une chose. D'abord, je constate ici que Joseph Kabila n'est pas concerné par ce que fait la majorité. Il n'est pas concerné. Donc, en quoi il est chef de la majorité? Si Kabila veut agir, actionner sa majorité, il faut qu'il vienne le faire sur la place publique. Je me demande quelle analyse on fait. Si Kabila veut agir sur sa majorité, il vient sur la place publique, il dit maintenant je vais agir. Ce sont vraiment les choses les plus élémentaires pour un journaliste et un analyste. Pardon. Suspendu, et comment il est revenu? On nous pose à nous la question sur l'actuel DG. Comment il est revenu? Je crois qu'il aurait dû apporter la réponse. Il ne suffit pas d'apporter des lettres, il faut en dévoiler le contenu. Si ces instructions sont des instructions qui sont contraires à l'intérêt de l'entreprise, normal que l'actuel DG s'y oppose. Et puis, on parle de la tricherie ici. On dit qu'on pouvait éviter la tricherie, on ne l'évite pas avec les moyens technologiques. C'est avec un niveau d'intégrité. Avec n'importe quelle machine la plus perfectionnée, si les gens sont de mauvaise foi, on va tricher. Très bien. C'est cela. Donc, ce n'est pas une machine qui va éviter la tricherie. Kabila ne nous renverra plus la loi. Bon, écoute, je ne suis pas dans ces secrets. Est-il satisfait? Je reste, moi, convaincu que c'est lui le chef de la majorité. Donc, tout ce qui a été inséré dans la loi l'a été avec son impulsion. C'est normal. Il est chef de la majorité. Est-il satisfait de ce qui a été fait? Va-t-il reculer? Je sais au jour d'aujourd'hui qu'il y a un groupe minoritaire qui se sent en marge. Excusez-moi d'en parler. Moi, je n'aime pas la stigmatisation de mes frères Touti avec qui j'ai de très bonnes relations. C'est ces groupes-là pour qui le seuil est vraiment une grave atteinte à mais ils n'ont pas intégré le PPRD et le MLC. C'est ça que j'ai dit, à sa représentativité, quitte à ce que ces groupes comprennent qu'il s'agit d'un enjeu national, qu'ils intègrent les autres partis politiques, qui est plutôt de se refermer dans un repli sur soi. Merci beaucoup. Je voulais dire que le DG est venu parce que le ministre avait demandé qu'on puisse ce soir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le même ministre demande qu'il puisse ce soir aux mesures que lui vient de prendre. Il le refuse. Madame, monsieur, l'émission est terminée. Joachim et Diana Gikoupa, vous allez récupérer la semaine prochaine. Et Mike Moukebaï, ils se sont mis d'accord sur un fait, c'est que beaucoup de partis politiques à l'Assemblée, c'était inadmissible. Mais il faut aussi arrêter cette question de dédoublement des partis politiques. La journée de demain, les RASOP va manifester, nous allons suivre cet événement de près, mais nous, en ce qui nous concerne, nous serons sur ce plateau avec les invités que la réalisation va nous proposer. C'est ici le moment peut-être de tirer l'attention de la réalisation. Pendant des jours comme ça, les invités ne viennent pas et ils justifient ça par les problèmes de transport. Donc il faut déjà penser à ceux qui doivent se déplacer rapidement et ceux qui sont peut-être accessibles à la ville et ceux qui seront accessibles à la ville. Doudou Montiri, je ne vous ai pas vu ce matin. Oui, parce qu'à la fin, quand je vais vous coter 065, vous allez réclamer. Merci beaucoup, l'émission est terminée. 9h30 demain, avec le même plaisir.